Au début de 1934, le fascisme étend son emprise en Europe. Face à cette menace, la gauche va devoir s'unir. En France, les communistes, les socialistes et les radicaux sont pourtant divisés. Mais une manifestation historique va sceller leur rapprochement. Cette période, nous allons la raconter à travers le regard d'un militant socialiste, membre de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. Il s'appelle Robert Talpin. Chauffeur pour un studio de cinéma, il est aussi photographe et cinéaste amateur. En partant de ses films et de ses clichés, nous avons reconstitué son parcours et ses pensées pendant les quelques mois qui précèdent la naissance du Front populaire. Grève générale. J'arrête de travailler. Mais il faut quand même que je ramène la voiture au garage. Et je dois me changer avant de foncer place de la République pour le départ de la manifestation. Marcel va me retarder. Elle veut absolument me prendre en photo dans mon uniforme de chauffeur. Allez mon Robert, juste une. Tu as tellement fière allure dans cette tenue. Là-dessus, elle me rend mon appareil et m'embrasse vite fait. Moi, je pars rejoindre les autres. La rue m'appelle. C'est sûr. Lui aussi, il va à la manifestation. Il y a tellement de monde que j'ai du mal à sortir du métro. Il fait sacrément froid. Hier encore, Paris était couvert de neige. Mais ça n'empêche pas les camarades de la SFIO d'être venus en masse. Ça me réchauffe le cœur qu'on soit aussi nombreux. Comme eux, je suis venu pour dire non. Non aux ligues fascistes et aux royalistes qui veulent renverser la République. Je ne veux pas leur laisser la rue. Jamais de la vie. La rue, elle est à nous. Le 6 février 1934, Paris a fait face à de terribles émeutes. La Chambre des députés a été menacée par les ligues factieuses et les rassemblements ont dégénéré en combats de rue qui ont fait 15 morts. Contre les violences commises par la droite et l'extrême droite, Robert Talpin et des milliers de socialistes manifestent le lundi 12 février. Quelle foule! Je ne sais plus où diriger mon appareil. J'ai envie de tout photographier. J'aurais bien voulu que Marcel soit là, mais je ne vois pas beaucoup de femmes. Marcel, c'est une vraie militante. On s'est connus pendant une réunion de section de la SFIO où on discutait de la paix et du pacifisme. Elle a pris la parole. Puis j'ai raconté mon année 1917, dans les tranchées. Autant dire que Marcel et moi, on s'est tout de suite trouvés. Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Là, c'est elle avec son chat Gavroche et des camarades. Elle veut qu'on se marie. Moi, je dis que rien ne presse. C'est déjà comme si c'était ma femme. Alors c'est pour elle que je marche autant que pour moi. Et si je fais des photos, c'est parce que les fascistes tendent le bras pendant que les ouvriers ont faim. Et ça m'est insupportable. Hitler dirige l'Allemagne depuis 1 an. Il a obtenu les pleins pouvoirs et déjà il envoie ses opposants dans des camps de concentration. Dans le même temps, l'Italie marche au pas fasciste de Mussolini.
La France, elle aussi, est dans la tourmente. Elle subit l'onde de choc de la Grande Dépression qui a débuté aux États-Unis en 1929. Le chômage progresse inexorablement, les gouvernements se succèdent, fragilisés par les scandales qui nourrissent l'antiparlementarisme. Et le 6 février, la République a vacillé. Les fascistes français pourraient s'emparer du pays. Alors ce 12 février 1934, la gauche réagit. Léon Blum est dans le cortège, entouré de dirigeants socialistes. Parmi eux, Marceau Pivert, un ami de Robert Talpin, qui a lui aussi fait la Grande Guerre. Ça y est, j'ai retrouvé Pivert. Il suffisait que je remonte en tête de cortège jusqu'à Léon Blum, et Pivert était là. Dès qu'il me voit, il m'attrape le bras. « Regarde, Talpin. De là-bas, tu pourrais faire une belle photo. » Pivert, c'est un ami. Depuis qu'on se connaît, on parle autant photo que politique. Il est pacifiste, lui aussi. Et comme moi, il n'aime rien tant qu'être avec les camarades. Avec l'accord de Blum, il a essayé de convaincre les communistes de venir manifester avec nous. Il est même allé voir Maurice Thorez. Mais le premier secrétaire du Parti communiste et sa bande n'ont rien voulu entendre. Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'on n'arrivera à rien si on n'est pas unis ? L'union n'est pas à l'ordre du jour. Les communistes considèrent les socialistes comme de petits bourgeois anti-révolutionnaires et les assimilent à la droite. Les socialistes de la SFIO, eux, soupçonnent le PC de vouloir récupérer leurs militants. Les dirigeants communistes ont donc choisi de défiler seuls. Soudain, à la Nation, socialistes et communistes se retrouvent face à face. On est coincé, obligé d'avancer. Au bout de l'avenue Daumesnil, la police ne demande qu'à charger. Et en face, les communistes marchent vers nous. Moi, j'ai l'impression absurde d'être protégé par mon objectif. Les deux cortèges sont maintenant face à face. Mais j'entends les mêmes cris qui montent de partout. Unité, unité. Les militants se mêlent, les camarades se serrent la main et chantent tous ensemble l'Internationale. Blum est devant moi, à quelques mètres. Il a l'air épuisé, mais il prend quand même la parole. Citoyens, Paris, rassemblés dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. Les militants socialistes et communistes aspirent à l'union, mais leur direction résiste. Moscou va changer la donne. Depuis qu'Hitler a écrasé les communistes allemands, Staline cherche de nouveaux alliés en Europe. Il va donc pousser à un rapprochement entre le Parti communiste français et la SFIO. Maurice Thorez opère un revirement complet de sa ligne politique. Et finalement, le 27 juillet 1934, socialistes et communistes signent un pacte d'unité et d'action dans la lutte contre le fascisme. L'été est partout.
J'aime bien conduire dans Paris au petit matin. J'ai l'impression que la ville m'appartient. Je suis comme un gamin à qui le grand frère aurait prêté son jouet préféré. Aujourd'hui, c'est encore plus réussi. Je conduis Arletty au studio. Elle a un petit rôle dans le nouveau film de Jacques Feder, Pension Mimosa. Je jette des coups d'œil dans le rétroviseur. Elle se tient là, assise sur la banquette arrière, un léger sourire aux lèvres. On traverse la ville, le jour se lève. Tout est tellement calme. Arletty, des jambes à n'en plus finir, et un sourire un peu triste. Pour sûr, ça va me trotter dans la tête un moment. Allons, 6A, deuxième. J'allais repartir du studio quand Adrien, un copain machiniste, m'a rattrapé. Il était excité. Il paraît que Torres fait du gringue aux radicaux. Tu vois pas qu'ils nous rejoignent? À mon avis, c'est pas demain la veille que communistes et radicaux accepteront de partager l'affiche, même si tous les socialistes se mettaient au milieu pour éviter qu'ils s'entretuent. Le patron du Parti communiste, qui ferait les yeux doux au radical Édouard Herriot? Tu parles d'un scénario? 169 première. Maurice Thorez poursuit sa politique de rapprochement. Il tente désormais de séduire l'électorat radical. Le 10 octobre 1934, il évoque une nécessaire alliance des classes moyennes avec la classe ouvrière et la constitution d'un rassemblement ouvrier mais aussi populaire. Mais le Parti radical peine à surmonter sa méfiance vis-à-vis des communistes. L'union est loin d'être acquise. Pour le parti bolchevique et son chef Staline, il pupille. Il pupille. Il pupille. Hier, mon grand frère aurait eu 38 ans. Ils nous ont dit qu'il était mort pour la France. Tombé au champ d'horreur, oui. Chaque année, quand la date de son anniversaire approche, ma mère se plie en deux sous le poids du chagrin. Pourtant, elle est vaillante. Quand on était môme, elle arpentait les marchés pour vendre les chemises fabriquées par mon père, été comme hiver, avec ses 4 enfants sous le bras. Maintenant, ma mère n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais j'ai eu une idée. Je l'ai emmenée au cinéma. Il donne La Cucaracha, un film en Technicolor. Ça vient d'arriver en France. Des couleurs incroyables, des chants, des danses. Ma vieille maman était tellement heureuse qu'elle avait l'air d'une petite fille. On ira en voir d'autres, des films. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ce que Pivert m'a dit quand il m'a proposé de filmer la commémoration des communards tombés au mur des fédérés. Je pense que pour donner de l'ampleur à la cérémonie, on va devoir filmer à plusieurs caméras. Comme il me faudra plusieurs opérateurs, j'ai rameuté des copains, la bande du studio, pour qu'on se retrouve au Père-Lachaise.
Ce qu'on voit là, il y a Fradétal et le camarade champion de la 20e section. Et c'est Marcel qui fera le montage du film. Pivert a raison. La caméra a plus de pouvoir sur les masses que la photographie. Le cinéma évolue. Il faut l'utiliser pour la cause. D'ailleurs, avec les copains, on va monter un service cinématographique dans notre fédération de la Seine. Je filmerai les manifestations. Et je sais parfaitement comment donner l'impression qu'on est nombreux. Je multiplie les plans serrés, aucun vide. On ne voit que des manifestants qui remplissent l'image jusqu'à ras-bord. Ça marche très bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et c'est le 2e tour des municipales. Je suis comme un lion en cage en attendant les résultats. Et Marcel est d'une humeur massacrante. Elle rumine que je ne vaux pas mieux qu'un autre et que si je ne l'épouse pas, elle ira voir ailleurs. Je la laisse dire parce que je sais bien ce qu'elle a au fond. Comme tous les jours d'élection, Marcel, ce qui l'arrange, c'est de ne pas avoir le droit de vote. Le Valois-Perret est désert. On étouffe dans notre 2 pièces sous les toits. Alors on va se balader dans Paris. On s'arrête pour boire une limonade bien fraîche. Et il y a quelque chose dans l'air. J'essaye de fixer ça sur ma pellicule. Les municipales de mai 1935 sont un succès pour les socialistes et les communistes, mais un échec pour les radicaux. Édouard Herriot, le président du Parti radical, comprend qu'il ne peut rester plus longtemps en dehors d'une union de la gauche. Les radicaux décident donc de se joindre au grand rassemblement unitaire organisé par le PC et la SFIO. Le 14 juillet 1935, la gauche française a rendez-vous avec l'histoire. Je sais que ça n'est pas très prudent de mettre mon costume clair, mais j'ai envie d'être bien habillé pour cette grande journée. Je me trouve vraiment chic. Je vais sûrement l'esquinter mon costume en portant le matériel. On va tout filmer et je vais devoir trimballer la caméra, le trépied et mon appareil photo. Enfin, on va tous se réunir, aux yeux du pays et à la barbe des fascistes. On va leur montrer de quoi la gauche française est capable. Jean Perrin, le prix Nobel de physique, lit notre déclaration unitaire. Au nom de tous les partis et groupements de liberté et des organisations ouvrières et paysannes, au nom du peuple de France, rassemblés aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. Ce 14 juillet 1935,
des délégués venus de tout le pays et représentant les différentes sensibilités de la gauche française se retrouvent au Vélodrome de Montrouge en banlieue parisienne. Radicaux, socialistes et communistes s'apprêtent à défiler ensemble aux côtés de syndicats et d'associations comme la Ligue des droits de l'homme. La Marseillaise se mêle à l'international. Pour la première fois, la gauche française est unie. Ça y est, enfin les femmes sont avec nous dans la rue. Marcel défile avec toutes ses camarades du studio. En partant, elle m'a lancé « On verra bien si on se retrouve ». J'ai ri de la voir aussi gaie. « 500 000. On est 500 000 dans Paris. Nous voulons du pain, la liberté et la paix. » Il passe devant moi, le poing levé. Et c'est comme une évidence. Il me suffit de tourner. Camarades, le Front populaire vaincra. Grâce à l'expérience de 1934. Grâce aussi, ne l'oublions pas, à l'expérience malheureuse de nos frères d'Allemagne, d'Italie et d'Autriche. Pour la paix du monde que nous sauvegarderons, pour l'union de tous les hommes de bonne foi que nous réalisons ici, rien ne nous arrêtera. Quelque chose naît sous mes yeux. Et moi, je compte bien continuer de faire des images pour raconter l'histoire que le peuple de gauche est en train d'écrire. Dès le lendemain, des représentants du PC, de la SFIO et du Parti radical sont chargés d'élaborer un programme commun pour conduire la gauche au pouvoir. En mai 1936, le Front populaire remporte les élections législatives. Léon Blum devient le premier président du Conseil socialiste de la Troisième République. Rapidement, Marceau Pivert prend ses distances avec la SFIO, qu'il trouve trop timorée. Avec Robert Alpin, ils fondent une coopérative de production de films militants appelée l'Équipe. Les deux hommes restent amis jusqu'à la mort de Marceau Pivert, à la fin des années 50. Et Robert finit par épouser Marcel en 1974.